McLaren peut être enfin sur la bonne voie. En tout cas, ça vient plutôt confirmer les bonnes espérances de McLaren sur les dernières semaines et sur les derniers Grands Prix, ça c'est clair. Peut-être que McLaren est réellement sur la bonne voie après ce podium décroché de manière magnifique et surtout de manière naturelle. En rythme pur, tout simplement, McLaren retrouve le devant de la scène en terminant sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, donc ce Grand Prix national, et avec aussi, aussi une P2, une P3 aussi en qualification avec un excellent Oscar Piastri, notons-le bien sûr. Et dans la globalité, on faut le dire, c'est un retour tonitruant, mais surtout étonnant. Comment McLaren a pu passer de la dernière place sur la grille lors du Grand Prix, de Bahreïn, tout simplement, à la Grande-Bretagne, terminer sur le podium à la régulière et aussi des performances très intéressantes sur les 2-3 Grands Prix précédents. Notamment en Espagne, bien sûr du côté aussi de l'Autriche, ne pas l'oublier. C'est quand même assez fou ce retour sur le devant de la scène, Baby Chou. Je sais pas. Sachez que beaucoup peinent quand même à expliquer la situation. Hein. Je sais pas, je suis dans le même cadre que McLaren. C'est bizarre. Je suspecte en aucun cas McLaren de triche ou ce genre de truc, mais c'est sûr que ce sont des remontées peu communes. Ouais. Au final, de passer d'aussi bas à ces performances depuis 2 courses, je sais pas comment le package a pu aussi bien fonctionner comme ça au vu des performances précédentes depuis le début de la saison, mais c'est... on s'y attendait pas, clairement. On s'attendait forcément à du mieux, parce que quand t'apportes des grosses évolutions comme ça et qu'on t'annonce que on va t'amener une MCL 60 bis, tu veux, tu t'attends quand même à une refonte globale de la voiture, ce qui a été le cas, et une amélioration quand même correcte. Et là, c'était plus que correct, c'était limite inattendu au final. Et on arrive à la situation aujourd'hui avec McLaren, où ça performe bien en Autriche, ça performe bien à Silverstone. Maintenant, il faut que ça confirme. C'est ça en fait. C'est que. C'est l'attente principale. C'est pour moi, ça marche très bien. Ça a fait P2. Je pense que Norris est très content d'avoir fait un podium à domicile. Je pense que pour un pilote, on adore faire une course à son Grand Prix national. D'autant plus dans une McLaren. Pour lui, voilà, ça doit être le bonheur. Mais je pense que le mot clé qu'on doit avoir, à mon avis, en tête en parlant de McLaren, c'est confirmation. C'est pas enflammade ou se dire ça y est, McLaren va jouer les victoires ou les podiums jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment confirmation que ce package peut être polyvalent. Tout type de tracé, c'est très important. Et ce week-end, on aura quand même un début, je pense, de réponse. Ils apportent encore des évos, ils vont continuer à travailler sur la voiture, mais je pense que la Hongrie sera quand même révélateur de savoir du coup si cette voiture peut jouer les gros points jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et c'est pour ça que tu parlais effectivement de confirmation. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ce disque F1 avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Parce qu'on sentait que McLaren était en train de faire un bon retour, ou du moins un bon en avant. De là, aller faire un podium, ça je ne sais pas, très honnêtement. Ou du moins de voir les deux pilotes aussi à un niveau très très intéressant. Mais là, en fait, aujourd'hui, quand tu fais ce disque F1, il y a beaucoup d'étonnement. C'est la première fois depuis très longtemps où je pense qu'on fait un disque F1, on est étonné d'une situation qui est quelque peu inattendue. Je pense que beaucoup dans le chat, notamment, sont très étonnés de voir McLaren, en termes de rythme pur, aller sortir un podium du côté de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très inspirant ce qu'a pu sortir à McLaren par rapport à d'autres écuries. Ferrari peut s'inspirer notamment de McLaren. Mercedes peut s'inspirer de McLaren aussi, bien sûr, par rapport à la situation. Mais c'est ça, en fait, qui est le plus fou, c'est que on est dans une situation qui est étonnante. Il est bon de rappeler que c'est un retour, oui, tonitruant, mais qui est surtout étonnant. Je donne un exemple, par exemple, de tout ce qui a pu être dit autour de McLaren par rapport à la situation. En France, par exemple, l'un des consultants de Canal+, qui est Franck Montagny, avait dit « Non, mais on peut pas récupérer 3 dixièmes. » Factuellement, il avait raison, de base, avant. C'est bien, McLaren a récupéré 7. Après, il avait raison, Franck Montagny, finalement. On peut pas récupérer 3, par contre, on peut récupérer 7. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pour vous dire à quel point c'est juste fou, c'est inattendu. Je donne l'exemple de Mercedes. Mercedes est intrigué par les améliorations, réellement intrigué par la voix de James Allison, de voir McLaren revenir autant sur le devant de la scène. C'est pas étonnant non plus. Encore une fois, quand t'es Mercedes, que t'es multiple champion du monde et que tout d'un coup tu vois une écurie qui est dernière écurie du plateau au début de la saison et que tout d'un coup on revient sur le devant de la scène, bah oui, t'es étonné. Forcément que t'es étonné, tu comprends pas. Et je prends aussi l'exemple, on va y venir aussi très bientôt, bientôt dans ce sujet, mais Alpine. Gros, t'es Alpine.
T'es Alpine. Non, mais parlons-en de petites minutes. T'es Alpine. T'es là. Tu fais ton travail. Peut-être pas si tranquillement que ça. Tu te sentais peut-être un peu tranquille par rapport à la concurrence, par rapport à McLaren sur le début de saison. Et là, pas. C'est parti. Il y a une écurie, ton principal concurrent revient et récupère une seconde au tour. Une seconde au tour et va terminer sur le podium à la régulière du côté de la Grande-Bretagne. Mais attendez, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est juste fou. Fou ce qu'a pu réaliser McLaren. Alors que pourtant, bah il faut le dire, on partait de très très loin à Babychum. Remontons juste à l'année dernière. L'année dernière par rapport à ça. L'année dernière, où était McLaren en début de saison l'an dernier? Des gros problèmes à Bahreïn si je me trompe pas. Des problèmes de frein. Des gros problèmes de frein. Et une saison qui a été, on va le dire, plutôt mauvaise dans la gestion. Il y a eu des choses intéressantes quand même dans la saison, mais elle a été très mauvaise dans la gestion, mais aussi dans les résultats où c'était extrêmement compliqué. C'est en fait de là, il faut quand même rappeler où était McLaren l'an dernier, en fait. Ouais, c'était. Bah, de toute façon, c'était. Elle avait loupé un petit peu le coche, en tout cas en fonction des attentes évidemment de l'écurie. Elle avait loupé un petit peu le coche de 2022, ce qui fait qu'évidemment les performances n'étaient pas non plus ce que McLaren attendait, malgré quelques coups d'éclat sur 2-3 courses l'année dernière, mais globalement c'était loupé. Et l'objectif était vraiment pour cette année de corriger ces erreurs, et elles n'ont pas été corrigées tout de suite. Ouais. Et donc c'est en ça du coup que on se posait énormément de questions sur la gestion de McLaren, sur le cas McLaren et ce qu'allait devenir au final cette écurie à moyen terme. Ouais. On était quand même plutôt sur la pente. Bah, on était sur une pente ascendante. Pessimiste. Ouais, on était sur une pente ascendante. Puis 2021 est arrivé. Et puis 2022 est surtout arrivé, on était en train de se dire, ok, bah là c'était un énorme coup d'arrêt quand même dans la reconstruction de McLaren, et ouais, on était sur une pente quand même assez pessimiste, quoi. Bah c'est ça, et donc tu te dis, mais comment ils vont faire justement pour rattraper tout ça? Et au final, je sais pas, voilà, d'une course à l'autre, gros package, et ça fonctionne. Ça sort un petit peu de nulle part en fait. Ouais. C'est comme si que là, du coup, quand Mercedes avait abandonné son concept zéro ponton, ça jouait la win avec Red Bull direct, quoi. Ouais. Et au final, ça n'a pas été le cas. On voit des écuries forcément qui progressent, qui s'améliorent, qui s'améliorent au chrono, qui font des meilleures perfs en qualification, qui se rapprochent des meilleurs, mais des améliorations comme celle-ci, aussi soudaines, aussi brutales, ouais. et qui fonctionnent aussi bien, c'est peu commun. Ouais. C'est vraiment peu commun. Donc je pense qu'à mon avis, dès Bahreïn, ou même dès les essais de pré-saison, il a dû se passer quelque chose au sein de l'écurie pour qu'on en arrive à cette voiture aujourd'hui, cette MCL 60 de Silverstone, qui au final était ce que McLaren attendait en 2022, globalement. Il y avait aussi une part de pessimisme qui peut arriver aussi par la gestion de l'écurie dans la globalité. Il y avait des choix qui ont été faits, des choix qui auraient pu... Encore aujourd'hui, hein, même si McLaren revient sur le devant de la scène, est en train de revenir sur le devant de la scène, on n'oublie pas notamment la gestion de l'écurie par rapport à cet homme, entre guillemets, par rapport à Daniel Ricciardo. Ça, j'ai noté, ça avait un peu faussé l'image de McLaren. McLaren qui s'était montré dans une image très intéressante, une image positive surtout, ce qui faisait son facteur d'ailleurs de réussite dans sa reconstruction, hein, faut le dire, hein, par rapport à Andreas Seidel, par rapport aussi à Andreas Stella et par rapport à Zak Brown dans la globalité, dans le renouveau de McLaren. Il y avait une part de familial, il y avait un esprit familial, tu vois, qui permettait de la positivité et qui caractérisait tout ça. Il y a eu l'histoire de Ricciardo, ce qui est un fait, l'histoire de Ricciardo a peut-être quelque peu un peu terni l'image de McLaren, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on était très pessimiste par rapport à McLaren et que on était déçus. Voilà, il y a eu une certaine déception par rapport à la situation, la gestion de la situation. Ouais, du relationnel du temps de Ricciardo, c'est sûr que ça a déçu pas mal de monde. Alors c'est sûr que ça sortait un petit peu de l'habitude que certains ont peut-être connu avec Grande Denis, où là oui, c'est pour ça, oui. Là, c'était limite le goulag, hein. Ah bah là, oui. Elle est partie et qu'on a commencé à retrouver une McLaren papaye. Bon, c'était un peu plus ambiance Disneyland et bon, ça marchait plutôt bien. Jusque là, avec Sainz et Norris, et puis après, Ricciardo est arrivé et on a vu un petit peu le traitement qu'il pouvait y avoir en cas de difficulté d'un pilote. Après, c'est le monde de la F1, c'est normal. C'est sûr que bon, voilà, là, ça parlait de Daniel Ricciardo, qui n'était pas n'importe qui à ce moment-là, qui est encore une fois le dernier pilote de McLaren à avoir remporté une course. Donc
C'est pour ça, mais c'est sûr que son passage manqué, on a l'impression que oui, ça a appuyé des problèmes, ça a mis en lumière des problèmes qu'il y avait au sein de McLaren en fait. On pensait que voilà, tout était beau, tout était rose, et au final, non, ça a mis en avant des problèmes profonds. Et au final, on peut peut-être dire inconsciemment que Ricciardo a été utile à cette ascension, peut-être en interne, tu vois, dans l'écurie, quoi. C'est pas bête, hein. Non, mais en vrai, non, mais c'est ça, c'est que on va y venir la direction technique avec la séparation de James Kay, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Zatrix, on va y venir aussi à ça parce que c'est l'une des raisons de pourquoi McLaren revient sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que le cas de Ricciardo a réellement mis beaucoup de problèmes en valeur chez McLaren. Problème de communication. Beaucoup parlent du fait que Ricciardo a été mauvais du côté de chez McLaren. Je suis pas tellement d'accord avec ça, c'est la collaboration qui n'a pas fonctionné. Après, il est en manque de confiance aussi. Oui, il est en manque de confiance. Mais c'est un tout, bien sûr, c'est réellement un tout, bien sûr. Mais on est dans une collaboration qui n'a pas fonctionné. Cette collaboration, c'est pas, encore une fois, je maintiens qu'un pilote comme Ricciardo, qu'une collaboration entre un grand nom de la Formule 1 qui est McLaren et d'un Ricciardo, c'est pas normal que ça marche pas. C'est pas normal. Évidemment, Ricciardo, c'est un multiple vainqueur de Grand Prix, un des plus gros talents qu'on a pu avoir dans les dernières années en Formule 1, et même d'ailleurs sur la grille, c'est l'un des pilotes les plus talentueux qu'on a effectivement sur la grille, et un personnage aussi. Je trouve ça, c'est quand même étonnant de voir qu'une collaboration entre deux gros noms de la Formule 1, même si McLaren est plus grand que Ricciardo bien sûr, n'ait pas pu fonctionner. Et bah, cette collaboration qui n'a pas fonctionné, oui, ça a mis des choses en lumière. Pourquoi? De quelle manière? Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans les processus? Quel processus il faut changer? Quel processus il faut améliorer? Quel processus il faut mettre en amélioration pour faire en sorte que cela n'arrive plus? Tout simplement, que cela n'arrive plus. Et toutes ces choses-là, bah, ont permis à McLaren de trouver des solutions. Et bah là, on voit aujourd'hui McLaren qui semble être... qui a appris de cette situation-là, mais qui, oui, en termes d'image, il y a laissé quelques plumes. Bah, on va pas se le cacher que, en termes d'image, quand vous êtes McLaren, et encore une fois, j'insiste réellement là-dessus, moi je suis quelqu'un qui aime profondément McLaren, mais ce qui s'est passé l'an dernier, bah oui, je l'ai pas apprécié du tout, parce que McLaren, dans son renouveau par rapport à Zak Brown, avait prôné des valeurs familiales, de l'aide, je veux dire de la positivité, de l'entraide, de la familiarité, on ne laisse pas tomber quelqu'un, on fait en sorte que tout le monde soit aidé, peu importe la situation. Et pour Daniel Ricciardo, et ça va sortir, ça va aller signer Oscar Piastri un moment, alors que 4 jours après, tu confirmes, parce que ça c'est factuel, hein, 4 jours après, tu confirmes Daniel Ricciardo dans ton écurie, publiquement et en interne. C'est ça en fait, tu vois, en fait c'est ça. Et ça en termes d'image, bah ça coupe les valeurs que tu avais prônées par rapport à ton renouveau. C'est un fait. Et je l'avais beaucoup dit d'ailleurs l'an dernier, j'étais en mode, mais attendez les gars, comment c'est possible qu'on nous sorte ça? Et forcément en termes d'image et par rapport à la situation d'aujourd'hui, oui, McLaren, ça a pu ternir par le passé, mais peut-être fallait-il passer par cette situation-là pour arriver où est-ce que là on en est aujourd'hui, finalement, Baby Chum. Ah, sans doute, je pense, oui. De toute façon, il y avait plein d'indicateurs, voilà, qui n'allaient pas. Forcément, les performances de Ricciardo qui étaient en deçà, la voiture qui n'était pas bonne, des ingénieurs incapables de justement d'améliorer cette voiture. Voilà, il y avait aussi forcément des gens à mettre ailleurs, ou des gens sur le départ aussi qui n'avaient pas forcément la tête à ce projet-là. Donc forcément, ça plus ça plus ça plus ça ne fait pas non plus une saison incroyable. Et en plus, forcément, ce coup avec Piastri qui a été un petit peu, on va dire, la phase la plus importante, qui a mis en lumière, je pense, les problèmes de McLaren en interne aussi par rapport à ça. Non pas que le fait que c'était une erreur à ce moment-là de prendre Piastri, mais comme tu l'as dit, plus la manière de le faire, la manière de promouvoir Piastri dans cette écurie. Et au final, c'est le point de départ. C'est que certes, c'est peut-être pas fait de la bonne manière, mais ça a été peut-être aussi le point de départ pour cette saison 2023. Ouais. Non pas d'une remise à zéro, mais d'une restructuration, en tout cas en interne, assez importante. Ouais. Et ce qui fait que peut-être ça les a amenés là aussi sur ces dernières courses. Et on va y venir d'ailleurs à cette restructuration en interne qui a été extrêmement forte et extrêmement intéressante, et surtout des choix extrêmement forts. On reste sur le passé de McLaren très récent, bien sûr, sur l'an dernier, pour comprendre effectivement encore une fois McLaren a pu évoluer et qu'est-ce qui a pu se passer dans l'évolution qui est assez phénoménale, il faut le dire clairement. Souvenez-vous de l'année dernière aussi, de l'incertitude de McLaren par rapport à sa situation avec Zak Brown, dont je vais trouver la photo quelque part. Zak Brown, est-ce que t'es par là? Zak Brown est là. Allez,
Voilà, tonton Zach est là. Souvenez-vous de l'an dernier, par rapport à Zak Brown et par rapport à McLaren dans la globalité. Souvenez-vous que l'an dernier, McLaren était dans une situation où l'avenir était quand même très très indécis. Hein. Tu faisais l'exemple, Baby Chaume, par rapport à McLaren, par rapport à un club de national. Oui. 10 000 sponsors sur une voiture. Ouais. 10 000 sponsors sur une voiture. Enfin, j'extrapole, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais quand tu es obligé de mettre des écrans pour mettre les sponsors, il y a un moment, bon... Voilà, c'est ça, c'est que... tu comprends que quand vous avez beaucoup de sponsors, quand vous laissez énormément de place à des sponsors, en fait, ça trahit un manque de stabilité financière et trahit un manque de stabilité par rapport à des partenaires. Surtout ça, partenariat. Regardez Red Bull, regardez Mercedes, les sponsors ne changent quasiment jamais durant la saison. C'est des partenariats longue durée. Encore plus Red Bull. Hein. Red Bull, oui, la solidité financière, la solidité des partenariats, elle est présente hein, sur les saisons. Hein. C'est ça. Et puis globalement, dans les écuries, c'est peut-être... t'as un gros sponsor titre, et puis 3-4 gros derrière, et puis plusieurs petits, quoi, tu vois. Ouais. Et McLaren, pendant un certain temps, ça a végété à droite, à gauche, ça changeait à chaque week-end, toutes les 2-3 courses. Là, on commence à avoir le sponsor titre vraiment sur les pontons qui restent un peu plus longtemps, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, il y en a partout. Je crois qu'au début de saison, il y en avait 49 ou un truc du genre. Enfin, c'est énorme, 49 sponsors. Il me semble que c'était autant qu'Alfa Romeo, mais ça montrait justement. Après, encore avec tout le respect. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour Alfa Romeo qui a autant de sponsors, ça me choque pas, tu vois, parce que c'est une. Oui, non, mais c'est ça. Mais quand t'es McLaren, oui, voilà. C'est ça. Quand c'est McLaren, tu te dis oui, évidemment, ça peut surprendre, mais c'était aussi la situation de McLaren à ce moment-là, qui n'était pas folle. Elle n'était pas évidemment au niveau d'Alfa Romeo non plus, mais une écurie comme ça, qui était en perte de vitesse, à vendre son usine, à 2 doigts de se faire racheter à droite à gauche, oui. Parce que c'était limite la première écurie que tu allais sonder, limite pour être racheté, tellement tu savais qu'ils étaient dans la merde. Donc ça montrait quand même une stabilité économique pas folle. Ouais. Clairement. Ouais, effectivement, Piastri était parti pour cut Norris et jouer la seconde place au dernier Grand Prix sans la safety car, mais bon, on ne saura pas. Mais tout peut changer, bien sûr. On revient par rapport à Zak Brown, pas sur les prochains Grands Prix en tout cas, ouais. Notamment peut-être même dès la Hongrie. Tu parlais effectivement même de se faire racheter, et c'est un fait. Ne pas oublier que, je crois que Porsche et Audi, les deux sont venus voir McLaren pour potentiellement racheter une part de l'écurie ou prendre une 50% de la part de l'écurie. Zak Brown a refusé. C'est un fait puisque Audi est parti du côté de la structure de Sauber. Mais il y avait plein de choses qui montraient qu'il y avait une instabilité qui était là du côté de chez McLaren. On trouvait pas des solutions même sur la voiture. Bien sûr, il y avait le cas Ricciardo à gérer. Et oui, mais même Audi a même augmenté l'offre à un moment et tout le monde ça a toujours dit non effectivement de la part de McLaren. Tu as bien raison de le notifier, Zatritrix, mais c'est vrai que l'avenir de McLaren était dans un énorme point d'interrogation et c'est pour ça que c'est encore plus étonnant parce que on se souvient que l'usine avait été vendue, si je me trompe pas. Ils sont locataires, hein, je crois, de leur propre usine. Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, McLaren est locataire de sa propre usine, le MTC, à Woking. Il y a la soufflerie qui va arriver, mais il y avait des installations qui étaient vieillissantes. Et moi, je pense qu'on était beaucoup même à se dire. Oh, Trax le GOAT, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup pour ton resub, ton 3e mois de suite, merci, ton 3e mois total, pardon. Ton tiers 1 des familles, merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté. Pour l'exclamation sub, les amis dans le chat, pour devenir des exemples pour la communauté et rester dans l'histoire, bien sûr. Puisque ce live partira sur YouTube, pour l'exclamation YouTube dans le chat, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on était beaucoup à douter même de Zak Brown. En fait, de se dire finalement, ouais, ok, mais il y a des choix qui sont très bizarres, pourquoi avoir fait ces choix-là pourquoi avoir fait cette manière-là autour de Ricciardo enfin, gérer Ricciardo de cette manière-là. Pourquoi même avoir vendu la MTC? Pourquoi même avoir refusé Audi, finalement, par rapport à la situation financière de McLaren? Est-ce que toi aussi, t'as douté de Zak Brown? À un moment, réellement, oui. Et j'ai envie de te dire, jusqu'à très récemment. C'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, je ne prends pas les dernières performances de McLaren comme acquises. Oui. Et je ne me persuade pas que ça ira au bout de la sorte. J'attends vraiment de voir encore quelques courses, comment que ça va se passer. Mais c'est sûr que, voilà, à son arrivée, évidemment, tout est beau, tout est rose. Il a fait un énorme chantier, il faut le reconnaître aussi. Ça se passait plutôt bien, plutôt très bien même, au niveau des performances. Encore une fois, évidemment, il y a eu ce coup d'arrêt de la nouvelle réglementation. Et en fait, moi, ces derniers temps, j'ai le sentiment avec Zak Brown que quand ça n'allait pas, on le voyait pas.
Oui. Tu vois, un petit peu à un moment, alors hormis le coup de gueule en début de saison de Laurent Rossi, mais un petit peu comme Laurent Rossi, tu vois, ça va mal, je suis pas là. Par contre, ça va bien, je me mets en première ligne, je suis devant les caméras, je souris, je suis content, machin, tout ça. Et je trouvais cette gestion en retrait un petit peu étonnante. Alors certes, hein, évidemment, il est souvent voilà, en IndyCar, un peu en FE, voir ce qui se passe, tout ça, si tu veux, il n'y a pas de souci, mais je le trouvais quand même vachement en retrait. Alors après, s'il était vachement en retrait parce que la situation ne lui convenait pas, ou alors parce que justement il y a Stella maintenant sur qui il peut avoir entièrement confiance et que du coup il délègue beaucoup plus et ça fait qu'il a moins besoin d'être là sur place. Je sais pas, mais en tout cas, oui, il est beaucoup plus silencieux. Avant, c'était déclaration sur déclaration et maintenant c'est vrai que tu l'entends beaucoup moins. Donc maintenant, est-ce que ça a fait calmer les choses peut-être en interne et peut-être que le fait qu'il parle moins fait que McLaren va un petit peu mieux? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est sûr que entre son arrivée chez McLaren jusqu'à au cas Ricardo et ce début de saison, il y a eu un avant et un après en tout cas. Et puis, faut ne pas rappeler aussi que pour Zak Brown, il est patron de McLaren Racing, PDG de McLaren Racing. Pour remettre en contexte, McLaren Racing, ce n'est pas seulement l'écurie de Formule 1. McLaren Racing, c'est une structure de sport automobile. Et c'est en ça où c'est très différent de beaucoup d'autres patrons d'écurie, enfin de patrons tout court en Formule 1, puisque, et on va y venir, Andrea Stella, t'inquiète pas moyen, parce que lui aussi c'est un personnage qui est très intéressant, Andrea Stella, très honnêtement. Mais aujourd'hui, la situation du côté de chez McLaren, c'est que Zak Brown, son rôle est très différent par rapport à plein d'autres patrons d'écurie. Par exemple, Toto Wolff est PDG de Mercedes en Formule 1, de l'écurie de Formule 1. Mais pas patron de Mercedes dans la globalité. Ce qui est par exemple Zak Brown. Zak Brown est patron de tout simplement McLaren Racing, une structure de sport automobile. Pareil aussi pour Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur gère Ferrari, mais il n'est pas patron de Ferrari dans la globalité. Est-ce que la Ferrari pour Frédéric Vasseur Non, c'est ça. Zak Brown, il gère entre la structure automobile, la structure sport auto de McLaren, donc avec la Formule 1, la Formule I, l'Extreme I, l'IndyCar. J'en oublie peut-être d'autres, mais je pense que c'est tout ça. Sans oublier aussi qu'il a Unity d'Autosport d'ailleurs, hein, Zak Brown, n'oubliez pas ça. Hein. Il a aussi Unity d'Autosport aussi, qui est sa structure de sport automobile, qui est son équipe de sport auto en endurance, en Le Mans Cup et également en ULMS. Et je crois qu'ils sont aussi en 24 heures du Mans, si je ne me trompe pas, United, enfin en WEC, et aussi également Unity d'Autosport. Donc c'est ça en fait, il y a... Et Laurent Rossi, par exemple, qui est CEO d'Alpine. Alors pour le coup, c'est un bon parallèle avec le PDG de McLaren, un PDG qu'est Zak Brown. C'est en ça en fait où c'est un vrai entrepreneur. Lui, je pense qu'il paye beaucoup d'URSSAF. Zak Brown, je pense qu'il paye beaucoup d'URSSAF. Hein. Je pense que là, les revenus vu qu'il a, je pense qu'il paye beaucoup d'URSSAF. Donc voilà, enfin l'URSSAF britannique, hein, bien sûr, qui est l'URSSAF. Tu me demandais pas, j'ai craqué là. Mais en fait, c'est ça, c'est que il y avait des raisons de douter parce que il était un peu partout, finalement, Baby Shoom. C'est ça. Il y en a beaucoup qui disaient McLaren s'éparpille trop et devrait se concentrer sur la Formule 1. Oui, mais il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie, finalement. Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie, mais bon, McLaren, c'est la F1. Je pense avant tout. Avant tout, tu as évidemment parfaitement le droit de te diversifier. Donc en fait, il est venu à un moment où tu as l'impression qu'il avait limite personne en place et qu'un week-end tu voyais en IndyCar, un week-end, comme tu dis, tu voyais en endurance, un week-end tu voyais en FE, un week-end tu voyais en F1. Bon, ça montrait peut-être aussi. Est-ce qu'il prenait un petit peu la température à droite à gauche pour voir comment que ça se passait? Je ne sais pas. Oui. Mais tu sentais que voilà, au moins au début ça allait bien parce qu'il était investi partout. Ouais. Voilà, il montrait justement qu'il croyait aux objectifs des différentes catégories et que voilà, il était là pour soutenir un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, il a été plus présent en IndyCar qu'en F1, peut-être parce que il n'avait peut-être pas non plus de nécessité à interférer ce qui se passait en tout cas au niveau de McLaren F1. Mais c'est sûr que le fait d'aller comme ça à droite à gauche, des fois ça peut arriver de te perdre un petit peu et de perdre un petit peu le fil, même si je pense qu'il est très bien informé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que le fait de bien s'entourer chez McLaren, en tout cas F1, c'est ultra important pour lui. Et que ça ne devienne pas un poids, mais que ça devienne quelque chose d'agréable, en tout cas, d'aller à Woking derrière et de profiter des week-ends de course, parce qu'il sait qu'enfin, il aura peut-être des gens qui seront là pour le seconder, entre guillemets. Et après, et même dans les moments de crise, dans les moments de crise, il revient. Hein. Regardez l'an dernier avec Piastri, Ricciardo. Il a pris la parole, oui. Il est revenu, à la différence de... Allez, je sais pas,
pas un tacle ou quoi que ce soit, mais à la différence de Laurent Rossi, où t'avais le sentiment que quand le Capiastri est arrivé, ouais, Otmar, ouais, t'es tout seul, vas-y. Démerde-toi. Ah bah non, ça a été littéralement ça. Je sais plus combien de temps il avait mis après à faire son interview à l'équipe, mais ouais, non, c'était littéralement ça. Chez Alpine, bah c'est une autre gestion et bah on voit ce que ça donne actuellement sur le cas Alpine en interne où c'est pas non plus tout rose quoi. Ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que cette gestion de Zak Brown par McLaren, elle est peu commune. C'est sûr qu'on s'attend vraiment à ce qu'il soit dédié à 100% pour McLaren F1, mais voilà, c'est clairement pas le cas. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, avec cette révolution, en tout cas réglementaire depuis 2022, et la nécessité de faire progresser cette McLaren le plus rapidement possible. Je pense qu'à mon avis, il devait y avoir début 2023, comme j'avais dit tout à l'heure, ils savaient que la voiture était foirée, donc du coup, ils ont tout optimisé sur cette version B, qui a plutôt bien marché. Et je pense que d'un côté aussi, ça peut rassurer Zak Brown de ce côté-là, de se dire que j'ai des hommes en place qui marchent. Les hommes que j'ai nommés, notamment Stella, me donnent satisfaction et ça le rassure aussi d'un côté et ça lui évitera peut-être aussi de se mettre devant la presse H24 à des écuries et que Stella sera parfaitement capable de tenir ce rôle-là. Il y avait aussi une chose, c'était que dans les autres coins, on aurait pu se dire on peut douter de McLaren, c'est le départ d'Andreas Seidl. Bah c'est ça. Le départ d'Andreas Seidl, on va être très honnête là-dessus. Quand Andreas Seidl part de McLaren, on est là en train de se dire ok. Parce que c'était l'un des hommes clés quand même, Andreas Seidl, du retour de McLaren sur le devant de la scène ou dans la restructuration de McLaren. Et c'est un fait. C'était l'un des hommes clés. Avec, comme on aime beaucoup dire du côté de McLaren, c'est pas un homme qui fait tout. Mais c'est là pour le coup, Andreas Seidl, c'était quelqu'un qui avait c'est l'école Porsche 911, c'est l'école Porsche, c'est un tacticien, un fin magicien même, on peut presque le dire, Andreas Seidl dans la création de projets. Et il avait réussi à accomplir quelque chose chez McLaren d'assez fort, de reconstruire McLaren d'assez fort en collaboration bien sûr avec Zak Brown. Et le truc c'est que ça pouvait traduire plusieurs choses au départ d'Andreas Seidl. Peut-être un manque de confiance dans l'avenir de McLaren. Alors oui, c'est Audi qui l'appelait. Bon, ok. Audi l'a appelé, il a dit à Zak Brown, j'ai accepté l'offre de Audi pour 2026, et ce qu'ils se sont dit finalement, autant que tu te barres tout de suite, c'est mieux pour tout le monde. Ok, d'accord, mais ça aurait pu traduire, et finalement, un manque de confiance dans l'avenir de McLaren en Formule 1, tu vois. À mon avis, oui, il se posait des questions, parce que globalement, de ce qu'on avait lu à ce moment-là, c'était que Seidl, clairement, n'avait pas hésité une seule seconde à aller rejoindre le projet Audi. Ça s'est fait très rapidement, et voilà, ils ont pas attendu 107 ans. Maintenant, est-ce que Seidl, de son côté, au-delà des questionnements qui se posaient chez McLaren, avait peut-être besoin d'un poste à plus haute responsabilité, et que le fait de passer PDG de chez Audi, c'est quand même fou, hein, c'est fort. C'est un petit peu ce qu'il recherchait aussi, voilà. Ouais. C'est fort, c'est bien pour lui, c'est bien pour sa carrière, peut-être que c'est ce qu'il recherchait aussi, donc du coup il s'est dit ça serait quand même dommage de refuser ce poste-là pour moi, donc au final il a foncé. Maintenant, ce qui était aussi, parce que je me souviens un petit peu de ça, mais il me semblait pas qu'on a attendu 107 ans pour avoir Andreas Seidl qui était nommé derrière. Non, Andreas Seidl qui était nommé derrière. Ça a été fait directement. Ouais. C'est qu'aussi, je pense qu'inconsciemment, en interne, il y avait peut-être des pourparlers où voilà, Stella ne poussait pas forcément, mais se montrait pas mal en interne pour dire coucou, je suis là, et au moindre départ, au moindre quoi, que je suis là, je suis prêt à prendre ce poste. Ouais. Et comme l'avait dit Zak Brown justement, c'est que c'était un choix tout à fait naturel et logique au sein de la structure naturelle de McLaren, de mettre Andreas Stella à ce poste-là. Ouais. Parce que voilà, il était plus que prêt, et ça faisait un petit moment qu'il était dans l'écurie aussi, il sait très bien comment ça marche. Et c'était pour eux le remplaçant parfait, en tout cas pour Seidl à ce moment-là. Donc au final, tout s'est bien agencé. Et le départ de Seidl n'a pas créé de trou, en tout cas conséquent dans l'organigramme de McLaren. Andreas Stella, bien sûr, on parle d'Andreas Seidl, mais bien sûr Andreas Stella qui remplace. Moi aussi d'ailleurs, j'avais beaucoup de doutes en train de me dire. Je pense que j'étais très pessimiste après le départ de Seidl, en train de me dire attendez, lui il se barre comme ça, je trouve ça quelque peu étonnant. Mais finalement, dans la globalité, Andreas Stella, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Il a travaillé, il a commencé sa carrière du côté de chez Ferrari d'ailleurs.
avec Michael Schumacher, si je me trompe pas, à l'époque. Et derrière, il est resté chez Ferrari avant, derrière, de partir du côté de chez McLaren. Il a été il est passé de chef des opérations de course à directeur de performance en 2018, puis derrière directeur de course un an plus tard. Il avait joué d'ailleurs un rôle essentiel en aidant McLaren à produire la MCL 35, c'était en 2020, qui a permis d'ailleurs cette MCL 35 d'aller chercher la 3ème place au constructeur en 2020. Bon de noter, hein, pour mettre aussi en valeur le travail d'Andrea Stella. La MCL 35 qui a été la base de la MCL 35M, du coup, qui est une monoplace vainqueur de Grand Prix, grâce à Daniel Ricciardo. Et donc aussi le double podium avec Lando Norris. D'ailleurs, cette monoplace est aussi terminée plusieurs fois sur le podium et qui est aussi une monoplace qui est allée chercher une pole position. Avec Norris, c'était à Sochi aussi également. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que c'est vrai que après le départ, et avant même le départ d'Andreas Seidel, Zak Brown semblait avoir le sentiment qu'il y avait peut-être un manque de leadership. Voilà, c'est plutôt ça, un manque de leadership et un manque de direction et d'ambition pour tracer un chemin vers le devant de la F1. Du côté de chez McLaren, et il fallait que ça change maintenant, et c'est pour ça qu'il a engagé Andrea Stella. Et quand on voit maintenant aujourd'hui Andrea Stella, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas les projecteurs, qui est quelqu'un, on peut le dire, même un homme de l'ombre, hein, d'ailleurs. Un homme de l'ombre, exactement. C'est clairement ça, hein. Andrea Stella, c'est un homme de l'ombre. Vous le voyez, vous ne le verrez pas de manière continuelle, si je peux dire ça ainsi, devant les caméras. Curieux de savoir la prochaine saison de Drive to Survive pour voir si on voit réellement Andrea Stella ou s'il a réellement envie de parler aussi, parce que c'est pas un personnage qui aime réellement beaucoup les caméras. Ce qui est d'ailleurs, on va être très honnête, paradoxal par rapport à l'univers McLaren en vrai, Bichot. Oui, alors ça c'est sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, on trouve un petit peu un point commun entre les deux, Andreas et Andreas. Ouais. J'ai eu du mal à me le faire, ça. Ouais, non, tu vois. C'est que... Bah, en fait, il parle pas beaucoup, il s'exprime pas énormément, mais en tout cas, sur le cas de Seidel, c'est que lui, il parlait pas beaucoup, mais il était très dans le calcul, très dans l'anticipation, et peut-être un petit peu délaissé ce côté leadership, ce côté meneur d'hommes. Peut-être que Zak Brown recherchait une sorte d'électrochoc, et voilà, Stella doit sans doute correspondre en interne à ce que Brown recherchait, c'est-à-dire que même s'il aime pas trop se montrer aux médias, faire de longs discours, tout ça, en interne, ça doit être vraiment quelqu'un qui doit manager ses équipes et qui doit les tirer vers le haut le plus possible. On a le sentiment qu'il y a un partage de... Zak Brown gère la situation au niveau de la communication, qui est un très beau communicant, hein, Zak Brown, et qu'Andrea Stella, écoute, tu gères tout ce qui est au niveau de l'écurie, dans le mode de fonction de l'écurie, et tu gères ça, quoi. Bah exactement, et puis si tout le monde trouve son compte, en fait, dans dans ce fonctionnement-là, bah tout va bien. Au final, les problèmes qu'ont eu McLaren depuis le début de la saison, à part évidemment les fuites de Norris qui pètent un crâne, de Zak Brown qui dit que la voiture elle est flinguée, que voilà, Stella dit qu'il va falloir du temps, on s'est pas voilé la face. Voilà, on s'est clairement pas voilé la face sur la situation de McLaren, ce qui, je pense, pour moi, a facilité en fait cette révolution et cette reconstruction de cette MCL 60 derrière. C'est qu'on a posé les bases, on s'est dit bah, la voiture est pas bonne, faisons en sorte qu'on ne retrouve plus ces positions-là. Et ça a travaillé très très dur derrière pour que, au final, on arrive à faire des podiums et un regain de niveau absolument fou. Mais ça passe justement par une communication franche, par des gens au bon endroit, au bon poste. Bien sûr. Et au final, cette synergie a bien prise sur cette saison-là. Mais au final, cette synergie-là, vu que c'est la première saison de Stella en tant que team principal, donc ça forcément c'est pareil, ça demande confirmation. Encore une fois, c'est comme la voiture. On va dire que, tu vois, le gain de performance qu'a eu McLaren sur ces dernières courses, bah, c'est un petit peu, on va dire, la structure qui se met enfin en place dans l'organigramme de McLaren, et ça demande confirmation derrière. Mais en tout cas, c'était le bon move à faire au final. Stella était la bonne personne à mettre à la place de Seidel, ça c'est à coup sûr pour McLaren.
Ouais, c'est vrai. Et ça a été assez rapide d'ailleurs en termes de choix pour Andreas d'accepter la situation, Andreas Stella, pardon, pour prendre la situation en main après le départ d'Andreas. C'est un homme important et en plus, niveau communication, il est très très bon, nous dit Child. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Je suis totalement d'accord. Zach communique et prend les problèmes compliqués et Stella prend le leadership en interne. Après, McLaren, j'attends de voir la suite de la saison. Pour le moment, on a un pack d'Evo qui a l'air de bien marcher, mais il faut voir s'il carry sur le reste de la saison. Bien sûr, sur les Evo, on en parle effectivement un peu de ça. Clem, bien sûr. Et par rapport à cette MCL 60, tu en parlais très bien. Tu disais que Andrea Stella avait directement été réaliste par rapport à la situation. Il faut quand même remettre en situation par rapport au début de l'an 2023, avec une monoplace qui est sortie en retard, disons-le clairement. Des essais hivernaux qui ont été catastrophiques, Norris qui a été désabusé et qui au point de taper et frapper du poing dans le garage, Bahreïn, le Grand Prix qui a été une catastrophe monumentale avec Norris qui a fait 72 arrêts au pit pour des problèmes de pression. C'était aussi compliqué pour Oscar Piastri de démarrer sa carrière en Formule 1 dans cette situation-là. Ça aussi, en fait, c'est que c'est là aussi où ça met en avant la situation, c'est-à-dire que, putain, Bahreïn. Enfin, avant Bahreïn et avant Bahreïn, McLaren, c'était rien. Enfin, cette saison, c'était nada, quoi. Ah bah, c'était nada. On s'attendait même à ce que, voilà, toute la saison, ça joue, ça joue les dernières places, quoi. À ce rythme-là, on se disait, mais comment McLaren va se relever? Ouais, au final, ils l'ont fait, mais c'est sûr que ce début de saison de McLaren, il est chaotique. À partir du moment où, quand tu arrives à Silverstone, tu marques autant de points que sur tout le début de saison. Ah oui. Ça montre quand même que, voilà, globalement, ton début de saison était clairement raté. Ça, c'est une certitude. Et au-delà des personnes, évidemment, sur le pit-wall qui sont insatisfaits de la situation, c'est surtout les pilotes aussi qui sont impatients et insatisfaits. Ouais. Au final, de piloter une monoplace qui ne te convient absolument pas, qui avait toujours ces problèmes de frein récurrents depuis 2 ans, enfin, tu sentais qu'il n'y avait pas de correction franche de fait sur cette voiture, forcément, bah, tu comprends un petit peu l'énervement de Norris et l'impatience de Norris au vu de sa situation. Aussi, c'est le pilote numéro 1 de l'écurie au final sur lequel McLaren croit beaucoup, et si tu lui donnes pas ses chances de performer, bah forcément tu pètes un câble. Ouais. C'est parfaitement normal. Maintenant pour le cas Piastri, au final c'était peut-être pas un si mauvais début de saison que ça, dans le sens où même si la McLaren est anonyme, au final tu prends tes gammes, tu prends tes repères, tu prends ton rythme dans le peloton, tu gagnes en expérience tout en te faisant très discret. Et au final, je pense que ça lui a même été plus bénéfique qu'autre chose. Quand on voit maintenant qu'avec une voiture qui fonctionne, les résultats que fait Piastri, bien sûr. Au final, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Bien sûr. Non, mais c'est surtout ça qui est juste assez fou d'ailleurs de se dire ça. C'est juste que McLaren était la dernière écurie du plateau à Bahreïn. C'est surtout ça. McLaren était la dernière écurie du plateau à Bahreïn. Et on en est arrivé à 10 courses plus tard à McLaren qui, à la régulière, va faire une performance exceptionnelle en Grande-Bretagne, va chercher un podium à la régulière avec Piastri, avec Norris, et en qualification, ça fait P2 et P3 avec Norris et Piastri. Je sais pas si on se rend compte du bond en avant qu'a fait McLaren en l'espace de 9-10 Grands Prix. C'est juste exceptionnel. On est passé au début de saison de McLaren lors des essais hivernaux, qui était une catastrophe. Les essais hivernaux de McLaren étaient une pure catastrophe, une cata absolue. Une monoplace qui ne fonctionne pas, une monoplace qui est incomprise, une monoplace qui est totalement en retard, au point que Lando Norris a même frappé le mur tout simplement du garage McLaren. Pour Piastri, c'était aussi quelque chose qui aurait pu être très difficile à vivre. C'était même quelque chose qui devait être très certainement difficile à vivre. Quand tu débutes ta carrière en Formule 1, avec une monoplace dont personne n'est satisfait dans l'écurie, et dont le patron de l'écurie, le nouveau patron de l'écurie qui est Andrea Stella, qui dit tout simplement, bon, bah notre voiture elle est en retard, et notre saison elle commencera plus tard. Mais de là, quand même, à oui, dire que la saison commence plus tard, mais surtout d'aller quand même aller chercher un podium à la régulière, et d'amener une monoplace aussi performante, en l'espace d'amener une évolution et d'amener une monoplace performante en l'espace de quelques grands prix seulement, c'est juste extrêmement fabuleux. Et c'est très inspirant d'ailleurs pour plein d'autres écuries sur le plateau. Je pense notamment à Mercedes qui est intrigué, ils le disent très clairement, intrigué réellement par le bond en avant de McLaren. Alpine, bien sûr, il faut le dire clairement. Quand t'es Alpine, ton principal concurrent dernier c'est McLaren, et que McLaren au début de l'année est nulle part.
et que là, McLaren, tout d'un coup, en l'espace de 2 Grands Prix, ils t'apportent une amélioration et ils sont 1 seconde plus vite que toi autour. Ils vont chercher un podium et aussi des places incroyables en qualification. Ah oui, tu es en train de te dire, mais je vais me casser le crâne en fait finalement. C'est en ça en fait où c'est très inspirant ce qui s'est passé du côté de chez McLaren. C'est à mettre en valeur bien sûr le travail qu'a fourni McLaren, c'est juste exceptionnel. Il faut réellement mettre en valeur et dire juste bravo, magnifique ce que vous avez fait. Parce que de là où ils étaient au début de saison et de là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel le travail fourni par McLaren dans la globalité, de Zak Brown, de Lando Norris, d'Oscar Piastri, d'Andrea Stella et de tout le monde du côté de chez McLaren. Parce qu'ils ont très certainement fait fermer beaucoup de bouches. Dont la mienne, en vrai, et dont nos bouches, finalement, aussi, finalement. Oui, bah, évidemment. Tu peux que saluer la performance, parce que c'est sûr que, bon, après, au final, c'est toujours le même qui gagne, ça ne change pas, mais c'est sûr que, oui, on a clairement vu à la régulière une McLaren qui est très proche, au final, des Red Bull, tu vois. Je mets juste un truc en avant, c'est Silverstone, c'est le circuit le plus complet du calendrier, hein. Donc ça veut dire que, dans la polyvalence, McLaren est bonne. Mais attendez, c'est ça en fait le truc, c'est que dans la polyvalence, McLaren est bonne quoi. Alors, c'était quand même des virages rapides en globalité. Oui, mais bon, voilà. C'est surtout ça qu'il faut mettre en condition aussi. Oui, mais on a une typologie de calendrier, maintenant en 2023 où c'est beaucoup de phases rapides. Oui, alors certes, mais c'est pour ça que du coup on verra justement si elle est vraiment si homogène que ça cette voiture. La réponse sera ce week-end. Ils vont encore un petit peu l'upgrader, mais on verra justement sur des virages lents comment elle se comporte sur un circuit qui est à l'inverse de Silverstone. Savoir vraiment comment cette voiture peut se comporter. Et si elle se comporte bien, là on pourra peut-être se voir un petit peu plus clair sur la situation dans laquelle se trouve McLaren. Parce que c'est vrai que cette course de Silverstone, au final, c'est peut-être la seule écurie cette saison qui a posé, je mets bien encore une fois des gros guillemets, des problèmes à Red Bull. Dans le rythme de course, en tout cas, elle a été très impressionnante, cette McLaren. Elle s'est rapprochée très fort des Red Bull. Donc c'est pour ça, c'est à voir si justement c'est un effet passager ou si c'est vraiment cette voiture-là qui est capable de finir la saison sur ces performances-là et de mieux préparer 2024. Parce que cette saison, au final, il n'y a pas vraiment de seconde force du plateau établie. Oui, c'est vrai, quand tu vois le début de saison d'Aston Martin qui enchaînait podium sur podium, qui maintenant est nulle part, quand tu vois Mercedes qui faisait des petits sauts sur le podium, qui maintenant est en difficulté, quand tu vois Ferrari, c'est limite un Grand Prix sur 3 où ça marche et des fois c'est à l'agonie totale. Là, tu as McLaren qui arrive à sortir du lot comme ça du jour au lendemain. Donc on a l'impression que voilà, à chaque course, tu as une hiérarchie différente en fait. Le classement constructeur au final derrière Red Bull ne reflète pas forcément les performances qu'il y a en piste. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on demande qu'à confirmer, on demande qu'à voir ce que cette McLaren est capable de faire sur d'autres types de tracés. Et c'est là-dessus qu'on pourra la juger en fait. Il y avait aussi de base, et on revient un peu dans la structuration de l'écurie, mais pour comprendre aussi comment en fait McLaren a pu réellement retrouver de la performance, bah, c'était un problème de structuration. C'est en tout cas ce que déploraient Zak Brown et Andrea Stella, et c'est pour ça que des énormes choix ont été faits. Il le dit d'ailleurs, Zak Brown, par rapport à ce qu'ils ont fait avec Andrea Stella. La première chose que je lui ai demandé de faire à Andrea Stella, c'est d'examiner pourquoi nous ne développions pas au rythme qu'il estimait nécessaire à Zak Brown. Et ce qu'il a identifié, c'est que nous n'étions pas structurellement optimisés. Nous avons donc décidé de définir à quoi ressemblerait notre structure optimale. Et c'est là où, derrière, il y a les choix forts qui ont été faits par Zak Brown et Andrea Stella. Bye bye James Kay. Ils ont dit au revoir au directeur technique de McLaren qui était James Kay. Pour avoir désormais une direction technique à 3 personnes, 3 patrons. On a donc Peter Prodromou devenant directeur technique de l'aéro. On a aussi Neil Woodley qui est promu au poste de renouvellement créé d'ailleurs par rapport à ça de directeur technique et de l'ingénierie et du design.
Et on a aussi l'arrivée en 2024 d'un certain David Sanchez qui était du côté de la Scuderia Ferrari. Il va devenir directeur technique de l'Aéro. On a aussi l'arrivée également au sein de cette structure technique de Rob Marshall qui était du côté de chez Red Bull. On a l'aérodynamicien senior aussi d'Aston Martin, Mariano Alperin, qui va signer aussi très bientôt. Ça c'est fait, mais il rejoindra McLaren dans pas longtemps. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a un truc intéressant, c'est que McLaren, en fait, et par Zak Brown, on a sorti les idées, on a sorti les coudes, et on a sorti surtout le chéquier. Il fallait absolument sortir le chéquier pour renouveler McLaren, finalement. Bah, il n'y avait pas le choix. Il y avait clairement pas le choix. Chez certains teams, on essaye un petit peu de centraliser un petit peu tous les flux de communication, à minimiser le personnel et à se dire que au final, tu vas avoir un dirigeant qui va gérer toutes les structures et ce dirigeant-là va parler au team principal. Là, on voit qu'au final, on veut faire plusieurs branches avec un directeur dans chaque secteur, très important, évidemment, dans la Formule 1, qui ensuite rendront des comptes à Andrea Stella. Il n'y aura personne, en fait, entre Stella et ces personnes-là. C'est le modèle que McLaren a décidé de d'opter. Et on se dit que c'était peut-être nécessaire, en tout cas au vu de la situation dans laquelle ils étaient aussi. Ouais. Donc on mise énormément là-dessus, t'as une tâche à accomplir, tu peux à 100% te focus là-dessus et personne ne viendra t'embêter. Et c'était nécessaire, et évidemment pour ça, il faut sortir le chéquier. Les transferts des pilotes, certes c'est bien, c'est ce qui fait le plus parler tout ça, mais les transferts d'ingénieurs... Mais là cette année, hein. Cette année, voilà. La silly season autour des ingénieurs n'a peut-être jamais été aussi forte ces dernières années. Hein. C'est ça, de toute façon, il y aura toujours des départs, il y aura toujours des arrivées, il y aura toujours des ingénieurs qui iront à droite, à gauche. Mais c'est sûr qu'en fait, là, on est dans une ère aérodynamique et non plus moteur. Ce qui fait que du coup, forcément, les transferts d'ingénieurs, on va en parler beaucoup plus qu'on en parlait avant. Et c'est normal, parce qu'au final, c'est eux maintenant qui ont un rôle très très important sur le développement de ces monoplaces-là. Donc quand il y a un ingénieur de chez Red Bull qui est débauché pour aller chez Aston Martin, forcément ça va faire parler, parce qu'Aston Martin a beaucoup recruté chez Red Bull. Chez Ferrari, pareil, quand on va chercher chez Red Bull. Là, par exemple, chez McLaren, on cherche un petit peu à droite à gauche, on est cherché chez Aston, on est cherché chez Red Bull, on va chercher chez Ferrari. Ouais, on essaie de trouver un petit peu des connaissances à droite à gauche pour justement essayer de mélanger tout ça pour avoir la meilleure voiture possible et être le plus performant possible, le plus rapidement en tout cas. Ouais. Donc ces transferts-là sont quelque chose de très important et ils ne sont en aucun cas... Faut pas les négliger, ça c'est clair et net. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a eu ce moment pour redynamiser, si on peut dire ça ainsi, McLaren, et c'est ce qui se passe. Mais une chose qui est extrêmement intéressante, et c'est ça à noter aussi avec vous dans le chat, c'est que ça, c'est notamment des choix qui doivent être faits sur le long terme, et qui sont faits pour le long terme, bien sûr, à court et moyen terme. Pour moyen et long terme, plutôt. McLaren a des objectifs, c'est de retrouver la victoire régulièrement l'année prochaine et aller se battre pour le titre mondial d'ici 2-3 ans. Ok, bon. Mais là, il y a déjà en fait finalement, et ça qui est assez fou, c'est que déjà à l'heure actuelle et déjà aujourd'hui, la situation est très intéressante pour McLaren. Aujourd'hui, McLaren réussit finalement à améliorer ce qui se passe en interne. Alors que normalement, les choix qui sont faits, c'est pour le long terme. C'est en ça où, en fait, où tu peux être quelque peu étonné de la situation. C'est que finalement, des choix faits pour le long terme fonctionnent sur le court terme, d'ores et déjà. C'est pour ça que ça t'apporte beaucoup d'espoir forcément pour la suite. Et c'est pour ça justement aussi que y a peut-être un travail qui est plus concis aujourd'hui du côté de chez McLaren, qui ont permis d'amener avec beaucoup plus de confiance des améliorations, et qui pourront derrière amener des performances exceptionnelles comme la P4 en Autriche, la P2 et P3 en qualification du côté de la Grande-Bretagne, le podium en course aussi du côté de Grande-Bretagne. Et en fait c'est ça surtout, c'est pour la concurrence. La concurrence finalement, Baby Shoom s'y attendait pas, en fait, à ça. Oh, la concurrence, toi, moi, le chat, personne. Personne s'attendait à... en fait, c'est juste que quand t'entends un Pierre Gasly dire... Bon. En fait, c'est ça, c'est quand t'entends Pierre Gasly dire... on s'y attendait pas. Moi, je trouve ça problématique. Voilà. Mais alors... Que nous, on dise de l'extérieur... on s'y attendait pas... Bon, ok, tu vois, et encore, nous, on fait pas la Formule 1. Mais quand il y a des acteurs principaux qui disent... On est étonné, on ne s'y attendait pas... À la différence des Mercedes qui dit on est intrigué, c'est en mode bien. Mais alors quand chez Alpine ça dit on s'y attendait pas, j'étais en mode attendez les gars quand même,
c'est McLaren quoi. Je veux dire, vous savez, vous êtes au courant de qui c'est quand même en face de vous. Vous connaissez votre adversaire. Bah, c'est un quand même. C'est un petit peu les concurrents directs. Mais après, de toute façon, dans ce genre de situation, pour avoir un gars aussi important comme ça en si peu de temps, il y a deux solutions. Hein. C'est soit ils ont triché, soit c'est une masterclass. Je pencherai sur la masterclass quand même, voilà. On est d'accord. On est tous d'accord sur le fait quand même qu'ils ont énormément bossé comparé à certains, parce que bon, c'est bien beau de dire que ouin les autres ils sont meilleurs que nous. Au final, toi, dans ton écurie, tu n'apportes rien, personne ne parle, t'as pas de gros noms. Ton projet de 100 courses, on l'attend toujours. Au final, tu vises P4, tu fais P6. Bref, je ne vise personne. Mais voilà, il y en a qui se sortent. Un petit peu. Oui, Jérém, McLaren tricher, c'est vrai que ça leur est jamais arrivé. Bref, voilà, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est une situation qui intrigue quand même pas mal, parce que comme je l'avais dit, en fait, ce sont des choses à laquelle on n'est pas habitué. Ce sont des gains de performance aussi soudains auxquels on n'est pas habitué au final. Et c'est sûr que de voir McLaren une course à l'autre jouer la pole, être performant face au Red Bull, bah, c'est quelque chose qui a surpris énormément de monde et à juste titre. Clairement à juste titre. Et voilà, plutôt que d'essayer de se plaindre, encore une fois, c'est d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé forcément sur ce fond plat, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur ces pontons, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien sur cette voiture que nous on galère un petit peu à produire tout simplement. Et ça peut servir d'exemple pour sortir un petit peu du lot pour certaines écuries notamment. En fait il y a ça, et je vais rebondir un peu sur la concurrence, en particulier Alpine. Je pense que si je me mets dans la position d'Alpine, je suis inquiet par rapport à McLaren. Quand tu vois McLaren, la manière dont ils ont évolué par rapport au début de saison, quand tu vois McLaren où était par rapport à Alpine au début de saison, et que là maintenant ça te sort un podium à la régulière, oui, quand je regarde pour Alpine, je suis forcément inquiet. Parce que j'ai l'impression que Alpine stagne. Et surtout, quand tu vois où était McLaren en début de saison, et que là ils te font un bond de performance monumental sur les deux voitures, en Grande-Bretagne et aussi également sur les quelques Grands Prix auparavant, quand ça va te chercher un podium et que ça fait une P2 en P3 en termes de vitesse pure en qualification, oui, quand je regarde pour Alpine, je suis inquiet. Forcément que je suis inquiet. Parce que là, on est passé la dernière écurie du plateau en à Bahreïn, à la deuxième force du plateau, et quand même avec un rythme très intéressant par rapport à Red Bull, qui a une fusée SpaceX. Qui ont des fusées SpaceX, tout simplement. Donc, c'est ça, en fait, où je me dis, mais je suis Alpine, ou du moins, si je regarde la situation d'Alpine, je me dis, mais attendez, comment c'est possible? Déjà, deux, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon écurie pour qu'on ait les mêmes résultats? Parce que là, en fait, c'est surtout ça, c'est que, comparer les résultats de McLaren et les résultats d'Alpine. En fait, en 2023, c'est très problématique, oui. Quand tu vois deux situations, deux écuries qui sont normalement concurrentes, quand on voit que l'an dernier, McLaren était là, en concurrence directe pour la 4ème force du plateau avec McLaren, et quand tu vois aujourd'hui où est-ce qu'on en est clairement, oui, c'est que l'écurie qui est censée être ta concurrente, en fait, elle n'est même plus ta concurrente finalement, alors qu'au début de l'année, elle ne l'était pas parce qu'elle manquait de performance, et que maintenant, elle ne l'est toujours plus, mais d'une manière différente, parce qu'elle est juste à des années-lumière en termes de rythme par rapport à toi. Alors oui, forcément, quand tu regardes pour Alpine, il y a une inquiétude parce que t'as l'impression que Alpine a stagné, que Alpine stagne, Alpine a du mal à s'extirper des P7, P8, alors que McLaren s'est extirpé de la P19, P20 pour aller chercher la P10, P11, et que c'est allé chercher maintenant récemment la P4, P5 pour aller chercher maintenant la P2 et P3 en qualification et un podium à la régulière, purement à la régulière, du côté de la Grande-Bretagne. Et aussi une P4 aussi également pour Oscar Piastri. Il y a plein de choses, en fait c'est ça, c'est que il y a plein de choses qui montrent que pour McLaren c'est juste exceptionnel, faut mettre un coup de chapeau monumental, mais quand tu regardes pour Alpine, là non. Non, là c'est un énorme carton jaune, même pas un jaune, mais bien rosé, bien rougé, même bien rosé, tout ce que vous voulez. Parce que c'est pas normal de voir McLaren rebondir en l'espace de 6-7 Grands Prix. Par rapport à Alpine qui prend son temps, je sais pas. Je sais pas expliquer comment Alpine, qu'est-ce qui se passe. Je saurais pas expliquer, voilà. Je saurais pas expliquer Alpine. Ça fait des années que c'est la même chose chez Alpine, c'est surtout que, pour moi, la pente que reprend McLaren, celle qu'elle avait laissée de côté, tu vois, en 2021, au final, c'est ce qu'Alpine aurait dû faire. Au final, ouais. Au vu des objectifs annoncés dans l'écurie et des moyens mis en place. Au final, on se demande vraiment s'il y a les moyens mis en place pour faire former chez Alpine, quand tu vois les résultats.
Mais en tout cas, sur les objectifs qui étaient annoncés au sein de chez Alpine, bah on s'attendait à ce que ce soit Alpine qui fasse ce genre de performance et pas McLaren. En aucun cas. C'est en ça que c'est une grosse déception. Et l'aubaine qu'a aussi McLaren jusqu'à ce week-end notamment, c'est que Alpine n'a pas progressé, a juste fait une stagnation folle, a marqué très peu de points, à faire des P9, P10 comme tu le disais. Bah, une fois que la McLaren marche, on a bien vu, en 2 courses ils sont devant, ils commencent déjà limite à prendre le large face à Alpine. Ouais. Qui est là sans solution et qui va encore végéter et galérer à passer en Q3. C'est un problème. C'est quand tu es Alpine, c'est problématique. Et on va encore être dans on va subir un petit peu la concurrence plutôt qu'à essayer de réagir. Ouais. Maintenant, je sais pas ce que vont donner les prochaines upgrades du côté d'Alpine, mais on verra, bien sûr. Je doute qu'on ait un aussi gros gain, en tout cas qu'on a eu chez McLaren. Ça, ce qui est clair, en tout cas, c'est que McLaren a mis une énorme claque à Alpine. Je pense que c'est ça. Totalement. Là, on peut le dire. McLaren a mis une énorme claque à Alpine, mais une claque monumentale. Parce que quand tu vois la manière dont Alpine stagne et que McLaren s'est amélioré et a apporté des améliorations monumentales et flamboyantes qui ont amené des résultats factuels. Hein. Oui. On a gagné 8 dixièmes, il y en a qui disent même 1 seconde au tour. J'ai bien l'impression qu'on n'est pas loin de ça, hein, clairement. Hein. Donc bon, on n'est pas loin de ça, mais c'est surtout que oui, Alpine s'est pris une droite par Aston et vient de se prendre direct un uppercut par McLaren en cours de saison. Ouais. Donc forcément ça fait mal, tu t'attends à finir P4 ta saison constructeur et au final tu vas peut-être finir P6. Ouais. Tu vas clairement finir P6, évidemment sous réserve de performance de McLaren d'ici la fin de la saison. Ouais. Mais quand même, évidemment, là-dessus, en 2 courses, devant Alpine, tu vois, il y a RM qui dit, après il faut que ça se confirme, bien sûr, mais après si c'est juste un coup d'éclat, j'ai pas l'impression que c'est un coup d'éclat. Hein. Mais pourquoi je dis que c'est pas un coup d'éclat à mon sens, après on verra la Hongrie bien sûr avant de dire ça, mais regarde, l'Espagne, Autriche, Canada, je crois que c'était bien aussi, en termes de rythme, et la Grande-Bretagne. Et pour moi, quand tu fais ça pendant 4 courses, c'est pas un coup d'éclat. Hein. Et surtout par rapport. Tu veux que je te confirme un truc? Norris une chose, Piastri c'en est une autre. Piastri rookie. Regardez comment. Non, Piastri rookie. Piastri, avec une monoplace améliorée, regarde ce qu'il fait. Je trouve ça aussi, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que les deux pilotes sont en confiance dans la monoplace. C'est ça l'information aussi à prendre en compte, c'est que les deux pilotes semblent être réellement bien dans cette MCL 60, enfin. Même si Norris déplore une chose, c'est qu'en rythme, dans les virages lents, elle est très... faut la pousser encore. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est que... ils ont une situation, bah ouais, t'es là en train de te dire... ouais, il y a beaucoup de choses qui montrent que du côté de McLaren, pour les deux pilotes, ça va enfin. Mais ça va enfin, évidemment. Là, depuis tout à l'heure, évidemment, on loue un petit peu ce qui se passe, les reconstructions en interne, tout ce que tu veux, mais voilà, il faut... On joue un petit peu Jérôme là-dessus aussi, ouais, il faut émettre des réserves quand même. Bien sûr, pour ça. Évidemment, ce cas de performance. Mais par contre, ce qu'il faut constater, et ce qui est pas normal, c'est qu'en 2 courses, tu passes devant Alpine. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est le gros problème, tu vois, qu'a eu Alpine. Ça, c'est indépendant, tu vois, de la performance de McLaren. C'est de se dire qu'Alpine n'est pas foutu de marquer de gros points. Oui, il y a eu cette erreur au Canada. Ah bah ça, c'est sûr. Mais bon, derrière, c'est pas les places à laquelle on doit attendre Alpine. Ouais. Si tu veux jouer au moins au grand minima la P4 constructeur. Ouais. Ça c'est clair et net. Mais pour McLaren, oui, ça demandera évidemment confirmation. Ça marche bien sur un circuit, mais lorsqu'un package marche bien sur un tracé, c'est pas garanti qu'il marche sur tous les tracés. Et donc ça demandera évidemment de la compréhension de l'optimisation. Et il y a peut-être des grands prix où ça retournera un petit peu dans l'anonymat de galérer à faire une Q3 et choper 3 points durant la course. On n'est pas à l'abri de ce genre de performance. On voit que ça évolue beaucoup derrière Red Bull, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec Ferrari, Mercedes et Aston. On voit vraiment que les performances, elles sont un petit peu en dents de scie pour l'une et l'autre. Voilà, donc ça fait que bouger. Là, c'est le momentum de McLaren. Il faut que McLaren arrive à confirmer ce momentum-là, justement. C'est clair, c'est clair. Je regarde un petit peu les messages dans le chat, ça parle beaucoup d'Alpine qui dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi une chose comme dit No Game. McLaren, ils étaient P10, donc ils ont refait la voiture et bravo, c'est une masterclass. Mais Alpine ne s'est peut-être pas foiré au début, donc ils vont pas refaire leur caisse et c'est fini là. Maintenant, faut attendre 2024. Et c'est une bonne analyse, je trouve aussi, de No Game qui nous dit bah, Alpine, ils n'avaient pas foiré leur voiture. Et c'est peut-être pour ça. Mais alors maintenant, s'il faut. Alors, nouvelle tactique en Formule 1, foire ta voiture en début de saison pour derrière tout refaire.
Voilà. Bah, après, c'est le règlement tactique, ça. Qui fait que. Ouais. Bah, c'est ça. On a bien vu Mercedes, notamment aussi dans ce cas-là. Mais toi, la grande différence, justement, on parlait, parce que forcément, c'est les concurrents directs. Donc, forcément, tu parles de McLaren, tu regardes un petit peu ce qui se passe du côté d'Alpine. Mais quand tu compares les 2 débuts de saison, même les 2 débuts de pré-saison, on en a parlé en amont de McLaren, où ils étaient clairement pas contents, ils savaient que la voiture était à chier et que du coup, il fallait qu'ils refassent tout de zéro. Forcément, les pilotes sont impatients, ne sont pas en confiance. À l'inverse, chez Alpine, on nous a vendu des essais de pré-saison où genre tout va bien. On fait notre programme, ça roule. Et puis t'arrives aux essais à Bahreïn en week-end de course. Vous inquiétez pas, ça va, tranquille, on est bien, on prend notre temps. Ouais, enfin bon, au final tu rapportes que 2 points. Alors qu'on s'attendait, quand tu nous déclares ça, on s'attendait à ce qu'au moins tu joues P5 au minimum, tu vois. Et on attendait la confirmation d'Alpine et les attentes qu'ils nous avaient données au final en pré-saison, et c'est jamais arrivé. Au final, c'est jamais arrivé. On est sur le même niveau de performance depuis le début de la saison, malgré les évolutions apportées. Bien sûr. Et ça, c'est clairement problématique du côté d'Alpine. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et si on regardait un petit peu l'avenir, parce que l'avenir pour McLaren, au-delà de tout ça, bien sûr, c'est la confirmation. Et c'est ce que dit d'ailleurs Andrea Stella. Il dit, ok, c'est bien, faut confirmer. Maintenant, il faut voir comment va se passer la suite de la saison. Déjà, il y a de l'annonce, là, peut-être que l'avenir peut s'annoncer plus radieux. Oui, déjà de base, là, on peut s'annoncer à un avenir un peu plus radieux par rapport au projet de McLaren. Regardons McLaren par rapport à un avenir proche. McLaren va se restructurer en infrastructure. Il y a une nouvelle soufflerie qui va arriver, qui est déjà arrivée d'ailleurs, je crois. La nouvelle soufflerie est déjà arrivée. Il y a un nouveau simulateur qui va arriver pour 2024. McLaren avait besoin de se restructurer en termes d'infrastructure. Pour la petite anecdote, il faut savoir que McLaren utilisait une soufflerie qui n'était même pas chez elle, mais une soufflerie qui était à Cologne, dans les locaux de Toyota, pour vous dire. C'est assez fou de se dire ça d'ailleurs. Et sur ce point-là, McLaren a encore besoin sur la soufflerie de la calibrer. Une soufflerie, vous l'installez pas et ça marche. Non, il faut la calibrer, ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Alors certes, elle est terminée, maintenant il faut la calibrer. Et tout ça sera fait pour 2024, ou du moins pour la voiture 2024. Et c'est en ça, en fait, McLaren avait dit un truc qui était très intéressant, et le dit toujours, ils insistent toujours sur ce point-là, McLaren. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des victoires en 2024 et de se battre pour le titre mondial dans 2-3 ans. Vous voulez que je fasse un parallèle encore sur Alpine? J'ai plus confiance en McLaren qu'en Alpine. Au vu de ce qu'ils ont montré, McLaren. La Formule 1, c'est une histoire de faits. La Formule 1, c'est une histoire de ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, quand vous me demandez, si on me demande lequel des projets, en quel des projets je crois le plus, entre celui de McLaren et celui d'Alpine, bah, je vais forcément me pencher plus sur celui de McLaren. Parce que McLaren, ils ont comme projet d'aller chercher le titre mondial, d'aller se battre pour des victoires dès l'année prochaine et d'aller chercher le titre mondial d'ici peut-être 2, 3, 4 ans. Et par rapport à Alpine, qui a son projet sans Grand Prix, qui est encore une fois rallongé d'une certaine manière. Mais quand tu regardes dans les faits, la Formule 1, c'est une histoire de faits. McLaren, début de saison, à Bahreïn, et dans les essais hivernaux, c'était une catastrophe. 10 Grands Prix plus tard, ça va chercher un podium à la régulière, d'une manière fabuleuse, et sans fait de course, hein. Mais ça va littéralement chercher un podium à la régulière, en Grande-Bretagne. Et une P4 pour Oscar Piastri, podium pour Lando Norris. Avant, dans les Grands Prix auparavant, en Autriche par exemple, Norris avec les améliorations, permet d'avoir une monoplace beaucoup plus saine, et ça lui permet de performer, et grâce aussi à son talent de pilotage qui est exceptionnel de Norris. En fait, c'est ça. C'est que t'as un projet qui semble être plus fiable d'un côté, même si on avait des doutes, et de l'autre côté, il y a les projets qui sont de plus en plus rallongés. C'est pas que je ne crois pas au projet Alpine, c'est qu'il y a un projet qui m'apporte beaucoup plus de certitude, tout simplement. Beaucoup plus de certitude. Et c'est un parallèle qui est extrêmement intéressant entre un projet qui t'apporte des certitudes et un projet qui est toujours rallongé du côté de chez Alpine. Maintenant, à voir comment les choses ont évolué, mais quand tu regardes Lando Norris de Scarpassi qui performe d'une manière exceptionnelle en Grande-Bretagne, Norris qui fait des performances très bonnes, même face à l'adversité, dans la complexité de la MCL 60 qui a été ratée en début de saison, qui maintenant est améliorée de manière concise et précise, bah oui,
C'est assez fou de voir le bond en avant de performance par rapport aussi à Alpine qui stagne entre la P6, P7, P8, P9, P10. Mais ça va pas plus haut, parfois, à l'exception peut-être de Monaco, il va chercher le podium Ocon. Mais voilà, c'est ça l'effet aujourd'hui entre McLaren et Alpine, c'est que tu as plus de certitude par McLaren que par rapport à Alpine. Je tempérerai un petit peu tes propos. Alors évidemment, sur le papier, tu crois plus en McLaren qu'en Alpine, parce que forcément, quand tu vois ce que fait Alpine depuis des années, et puis même sur les années Renault, bon, au final, t'as zéro évolution, c'est toujours le même refrain, et t'as rien qui bouge, donc tu te dis que... On avait parlé, il y a même une ou deux saisons, voilà, de plafond de verre atteint par Alpine. On a l'impression que le plafond de verre, il est en train de s'épaissir de saison en saison. T'auras beau rallonger le projet de 50, 60, 100 Grands Prix si tu veux, le sentiment extérieur que t'as en voyant la situation d'Alpine, tu te dis... ça n'ira pas plus haut. Maintenant, pour McLaren, en fait, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu une période où, au final, les deux performances qui nous sortent récemment ne te remettent pas non plus en question l'intégralité de McLaren. Mais je rappelle quand même que sur la saison dernière, début de saison, on se demandait si elle allait limite devenir McLaren. On se demandait limite si on n'allait pas déjà les enterrer. On se demandait si McLaren n'était pas finito et qu'il n'allait plus rien faire parce qu'on se posait énormément de questions, justement. Vis-à-vis de cette structure, de l'organigramme et de la voiture en elle-même, que ça ne marchait pas. Et tu vois, on est là au final, 10 courses après, 11 courses après, à se dire, ouais, attends, ils vont jouer le titre en 2025 ou comment que ça se passe, tu vois. Et pour ça, les situations comme ça qui deviennent en un claquement de doigts, il faut les tempérer. Bien sûr. Il faut vraiment les tempérer. Si McLaren avait eu ce niveau de performance-là, évidemment, en début de saison, là, je t'aurais dit, oui, clairement, McLaren jouera le titre mondial de 2024 sans problème. Mais ça n'est pas le cas. Là, on est plus sur un effet... J'en perds mes mots si tu veux, mais voilà, on est vraiment sur une situation où McLaren est très très fort. Bien sûr. Très fort. Et peut-être est-ce que c'est un petit peu les prémices de ce que McLaren serait capable de faire sur 2024, voire 2025? Peut-être. Ça, évidemment, encore une fois, ça demande à confirmer. Mais maintenant, comme je disais tout à l'heure sur l'organigramme qui a été mis en place avec Stella et compagnie, il va falloir un petit peu que ça se mette en place. Ça s'est très bien mis en place jusque-là. Ça a l'air de bien marcher. Maintenant, il faut de la confirmation. Il ne faut pas non plus survendre le truc, s'hyper directement, se dire ça y est, McLaren est définitivement de retour. Ouais. C'est faux. Va falloir doser aussi par rapport à ça, parce qu'après on mettra, je pense, beaucoup trop d'attentes sur McLaren, et dès qu'ils vont faire une P6, on va dire que c'est décevant, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a un patron comme Andrea Stella qui calme, qui tempère toutes les situations, bien sûr, autour de ça, et qui dit, bon, maintenant il faut concrétiser, bien sûr. Moi, il y a un pilote, pour terminer, parce que c'est lui, finalement. L'un des pilotes où il va falloir qu'on parle de son avenir, c'est effectivement Lando Norris. Parce que là, Lando Norris, il faut le dire très clairement, Lando Norris, sur le début de saison, il n'était pas content. De toute façon, il y avait des raisons logiques de ne pas être content. Lando Norris est sous contrat jusqu'en 2025 avec McLaren, et que McLaren ne lui apportait pas des certitudes en termes de performance et surtout en termes d'avenir. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que là, McLaren est réellement en train de rassurer Lando Norris par rapport à son avenir? Pourquoi je dis ça? Ne pas oublier que Lando Norris, Red Bull est venu le voir. Red Bull est venu le voir pour lui proposer peut-être de rejoindre Red Bull et de former une Dream Team avec Max Verstappen. Ils sont aussi allés voir d'ailleurs, semblerait-il, Charles Leclerc. Lando Norris est aussi peut-être tenté par le projet Audi. N'oublions pas ça. Là, Baby Choum, McLaren, ils ont intérêt à rassurer Lando Norris comme pas possible. Ils sont peut-être en train de réussir de le faire finalement. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, oui, je pense qu'il est très content, très rassuré. Le podium là à domicile lui fait énormément de bien. Oui. Le fait de voir aussi Piastri performer fait énormément de bien. Ça fait du bien à toute l'équipe, que ce soit en mécano, que ce soit sur le pitch, que ce soit en termes de pilote aussi. Donc je pense que Norris avait besoin de ça dans ce début de saison aussi chaotique. Maintenant de là à se dire t'as fait P2 en Angleterre, c'est bon, je reste tranquille, t'inquiète. Oui. C'est une autre histoire. Mais évidemment que si les performances de McLaren vont dans ce sens, il y a matière à ce que ça rassure Norris et qu'il reste. À quoi bon aller végéter par exemple chez Red Bull pour faire second pilote de Verstappen? Bien sûr. Au final, parce qu'on la connaît l'histoire chez Red Bull, bref, on va pas y revenir, mais voilà, ce sera toujours pareil, ce sera un énième problème. Mais là, t'as une écurie qui peut être acquis à ta cause, avec un crack à côté de toi. Bon, je pense que t'as moyen, si cette voiture
confirme les attentes, en tout cas mis en elle, que ça peut être un très bon line-up pour une écurie McLaren qui peut viser les sommets peut-être dès l'année prochaine si ça se confirme. Donc au final, je pense que voilà, cette seconde partie de saison sera très très importante à suivre et à analyser. Et je pense qu'à mon avis, Norris se fera peut-être une ligne un peu plus précise sur son avenir au sein de McLaren au vu de cette fin de saison. Comment elle sera en tout cas approchée et les attentes et les performances que McLaren aura. Je suis assez d'accord. Et c'est vrai que, à mon sens, je trouve que là, à l'heure actuelle, McLaren est en train de rassurer Lando Norris sur son avenir. McLaren est en train de rassurer Lando Norris sur la possibilité, le fait que McLaren peut être capable d'aller chercher un titre mondial et se met en capacité d'aller chercher un titre mondial. Il y avait énormément de doutes autour de McLaren, comme on a pu le dire, mais il y avait énormément de doutes autour de McLaren, sur le projet McLaren, sur le court, moyen et long terme. Quand on voit où était McLaren en début de saison et que là aujourd'hui McLaren est capable à la régulière d'aller batailler pour des podiums comme on l'a vu en Grande-Bretagne avec une monoplace qui est extrêmement performante et extrêmement forte maintenant, c'était MCL60 qui s'est amélioré depuis le début de la saison. Bah oui, Lando Norris qui avait énormément de doutes depuis le début de la saison et depuis quelques temps quand même sur McLaren par rapport où en était réellement le projet. Quand on a vu les capacités de la monoplace de l'an dernier qui étaient réellement très très limitées, la MCL60 en début de saison qui ne répondait absolument pas aux attentes, qui était même catastrophique, Lando Norris qui était très énervé au point d'aller frapper le mur du garage McLaren, Lando Norris qui était désabusé en début de saison, il faut le dire, et là maintenant le sourire est revenu. Lando Norris avait peut-être besoin d'être rassuré, et là peut-être qu'il est en train d'être rassuré. Et c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce que Lando Norris, il y a Audi qui est en train de le titiller un petit peu pour lui dire écoute, rejoins-nous. Il y a Red Bull aussi qui est en train de le titiller parce qu'ils veulent, Red Bull semblerait-il, veut former une Dream Team Max Verstappen, Lando Norris, ce qui peut être alléchant sur le papier encore une fois. Donc il y a ça à prendre en compte, c'est que là, McLaren avait absolument besoin de protéger au mieux Lando Norris, de permettre à Lando Norris de reprendre confiance en McLaren, parce que 2025 ça arrive très vite, les carrières en Formule 1 ça va extrêmement vite, alors certes Lando Norris est encore très jeune, il doit avoir 23 ou 24 ans Lando Norris, mais Lando Norris c'est un joyau, et pour garder ce joyau là, McLaren, ils avaient absolument besoin de remettre en confiance Lando Norris, et le podium en Grande-Bretagne, le fait d'avoir une monoplace qui est peut-être, qui est surtout beaucoup plus docile, beaucoup plus compréhensible et qui peut performer, bah, quand vous êtes un pilote, vous êtes plus heureux, forcément. Et que quand vous faites un podium à domicile, vous êtes plus heureux. Et que là, sur l'avenir maintenant pour Lando Norris, bah, je pense que McLaren a quand même réussi à bien le rassurer. Maintenant, à voir comment les choses vont évoluer par rapport à tout ce qu'on a pu dire, mais je pense que Baby Show, on peut le dire, peut-être que McLaren est réellement enfin sur la bonne voie. Peut-être, exactement. Tu emploies le bon mot. Peut-être. Peut-être. Tout ça pour dire peut-être. Non, bah en tout cas, c'est encourageant. Très encourageant. Clairement, c'est encourageant de faire un aussi gros pas en avant avec des gros updates que tu apportes, surtout qu'en plus tu en apportes ensuite notamment ce week-end un petit peu. Donc ouais. Voilà, oui, évidemment que c'est très encourageant, d'autant plus que voilà, t'as un line-up qui est misé sur l'avenir entre jeunesse et expérience. Donc je pense que si tu donnes une voiture compétitive sur une saison complète à ces deux-là, je pense que ce line-up peut faire très mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent dans le chat, en Piastri et Norris, McLaren a le meilleur line-up de la grille pour moi. Je sais pas. Ah, c'est un bon débat qui pourrait être fait. Quel meilleur line-up sur la grille? En tout cas, on verra, mais à mon sens, ouais, je pense que McLaren est en train d'aller sur la bonne voie. Enfin, j'ai envie de dire, surtout après les énormes doutes qu'il y avait autour de McLaren par rapport au projet. Et McLaren est peut-être enfin sur la bonne voie pour aller chercher des victoires déjà. Bien sûr, de l'année prochaine. Cette année, à voir, même si Red Bull, bien sûr, est très loin devant. Et surtout dans 2 ans, être capable, selon les projets de McLaren, d'aller chercher une bataille pour le titre mondial. À voir comment les choses vont évoluer, mais ce qui est sûr, c'est que là, McLaren est réellement mieux et réellement en confiance après tous les changements qu'il y a pu avoir en interne, ce qui permet de redonner confiance à Lando Norris, qui peut-être rester chez McLaren pour son avenir et aller chercher le titre mondial pour écrire l'histoire avec McLaren.